bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma. Pour bien commencer la semaine, nous allons donc vous proposer un cocktail de thématiques, puisque là, aujourd'hui, on s'intéresse au 7e art, le cinéma. Et comme vous le savez, le cinéma, avec la disparition, bien sûr, des salles de cinéma qui, aujourd'hui, dans notre pays, mais il y a quand même des structures qui sont en train, effectivement, de faire renaître, n'est-ce pas, ce art dans notre pays. Et la maison de production, c'est Jeti Prod. On va donc tout à l'heure en parler, et d'ailleurs, qui se prépare pour le lancement de l'avant-première de la toute première saison, n'est-ce pas, en public, en tout cas d'un film qu'on va donc en parler. Une fois encore, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus dans cette émission. Mais n'oubliez pas qu'il y a une agence internationale de notation financière qui a donc notifié la Guinée et qui a donc apprécié l'économie guinéenne. On va donc en parler tout à l'heure. C'est bel et bien Standard & Poor's. C'est bien sûr une agence internationale basée aux États-Unis, si je ne me trompe. En tout cas, l'économiste va donc nous éclairer pour en parler. Vous aurez M. Kamara Alseni, consultant en économie, formateur des formateurs dans les différents domaines de management. Et puis, pour parler du 7e art, vous allez donc recevoir sur ce plateau M. Diallo Alpha Boubacar, directeur général de Jeti Prod, mais également il est scénariste et producteur. Il est donc accompagné dans cette émission par M. Daouda Yansane, promoteur de la série Koli Tegela, c'est tout à l'heure. Et nous allons parler bien sûr des activités de cette maison de production. Une fois encore, je ne suis pas seul, je suis bien et bien avec mon chroniqueur du jour, c'est Fasciné Conté. Fasciné, nous avons un jeune artiste. Tout d'abord, bonjour, nous avons un jeune artiste avec nous, que tu connais très bien. Oui, bonjour d'abord à tout le monde, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous pratiquent en l'instant comme d'habitude. Chaque lundi et mardi, nous sommes ici sur le plateau de Zénith aussi pour le faire le plaisir. Et en fait, cet artiste qui doit nous accompagner aujourd'hui, c'est Abdoulaye Djebaté. Quand on parle de Djebaté, c'est des personnes qui sont ici des familles griottes. Musicien à la base, peut-être s'est déguisé avec la progression et l'innovation, les ambitions. Maintenant, il est musicien, chanteur, compositeur. Il a accompagné beaucoup d'artistes, n'est-ce pas, dans les concerts, dans les cérémonies de baptême, de mariage. Oui, il a jugé nécessaire à ce qu'il soit encore un chanteur. Il a sorti des tubes. Il a même clippé 2 morceaux. Ndianamo, il a fait le clip de Ndianamo. Il a fait un son aussi pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a fait aussi un single, parce qu'il faut le dire, ça c'est pas clippé. Voilà, c'est Yarouya, ce sont des faits de société qui pratiquement, n'est-ce pas, gangrène la plupart des couches. Oui, on peut dire que c'est juvénile. Naturellement, quand tu es en train déjà d'avoir, n'est-ce pas, un élan de progression, généralement, il y a toujours les faits, ces réalités qui arrivent partout, ça c'est le quotidien. Et voilà, on va avec. Voilà, c'était... Mais il n'est pas sans difficulté. On va en parler tout à l'heure, parce que certainement, il a des difficultés dans sa vie baissière. Il va donc les étaler. Nous allons l'aider à l'exhiber afin que nous puissions trouver, en tout cas, des solutions à ces problèmes, à ces difficultés. Et quand je dis nous, je veux parler, n'est-ce pas, de ces personnes qui ont la main sur le cœur et qui vraiment sont à l'affût des bonnes choses et qui apprécient les bonnes choses, qui les accompagnent et une fois encore, qui vraiment participent à la maturité, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alors, Monsieur Kamara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation en ce lundi, malgré votre calendrier chargé. Merci une fois encore, merci à la RTJ. Et je sais que le lundi n'est pas du tout facile comme vous venez. Tout à fait. Mais quand cela me tient sérieux depuis, c'est un devoir. C'est un devoir. Je parle par rapport à ça. Merci à tous. Merci beaucoup et merci d'être là. Monsieur Diallo Alpha Boubacar, bonjour, grand scénariste. Bonjour et merci pour donner cette opportunité de parler du 7e art. Le cinéma guinéen doit être fait par nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons raconter notre propre histoire sans que d'autres le racontent pour nous. C'est une occasion. Certains des producteurs, je ne suis pas le seul, qui se mettent à l'œuvre pour faire en sorte que le cinéma guinéen puisse rayonner. Donc c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui avec vous, partager ce que nous faisons et aussi pour que les téléspectateurs puissent savoir exactement ce qui se passe avec le 7e art. Merci. Alors, Monsieur Yansane, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamara. Promoteur, n'est-ce pas, de ce film, je vais parler donc de la série
Koli Tengela. Évidemment, la série Koli Tengela, comme M. Diallo le disait tout à l'heure. Donc, on est là pour parler de cette série. Et merci à vous pour l'invitation, parce que sans vous, et ceux qui nous regardent à la télévision ne peuvent pas découvrir cette série-là. Sans les médias comme la RTZ, on ne peut pas connaître ça, on ne peut pas connaître une série d'une telle ampleur. Ça révèle un peu le cinéma guinéen en partie, quoi. Vous en parlez tout à l'heure dans votre introduction. Alors, nous faisons souvent zoom sur, depuis la rentrée, n'est-ce pas, le 15, nous faisons souvent zoom sur, en tout cas, plusieurs secteurs culturels de notre pays, parce que là, c'est une émission culturelle, de divertissement, mais également de promotion de nos propres cultures, comme vous savez déjà. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux ballets africains de Guinée. Oui. Et aujourd'hui, on s'intéresse, n'est-ce pas, aux ballets africains de Guinée. Et vous le savez bien, quand on parle, n'est-ce pas, de la danse et de la percussion, on fait recours à cela. Même si on n'a pas vécu, n'est-ce pas, à leur temps, parce que quand on parle, par exemple, des années 1940... L'histoire est têtue, M. Diallo le disait tout à l'heure. On doit raconter notre propre histoire et il nous faut raconter nous-mêmes notre propre histoire. Oui. Voilà. En fait, quand on parle, par exemple, de ballets africains, n'est-ce pas, cette troupe a été créée du côté de Paris. C'est-à-dire, l'initiative venait de Keita Fodeba, déjà qui était poète, chorégraphe, déjà a décidé, n'est-ce pas, de créer... C'est l'homonyme de M. Fodeba Istokera. Ah, ok. Voilà, ce sont des icônes. C'est, pour dire tout simplement, quand il a eu l'initiative, n'est-ce pas, il a essayé de collaborer avec un chanteur camerounais, quand on parle d'Albert Mwang, voilà, et aussi le guitariste Kanté Keleti. Ils ont initié cela, mais le groupe a été baptisé, c'est-à-dire dans les années 1952. C'est là-bas ça a adopté le nom Ballets africains. Oui. Ils ont continué, n'est-ce pas, en cette démarche en 1958, c'est-à-dire que quand on a eu l'indépendance en Guinée, il a fallu qu'on rebaptise encore le plus. Maintenant, ça devient l'ensemble national. Maintenant, c'est une prise en charge étatique, n'est-ce pas, qui les a donné la force de faire des tournées mondiales, qu'on puisse le dire. Même dans les années 1968, le groupe a eu la chance, n'est-ce pas, de jouer dans l'an 1 de l'Organisation des Nations Unies. C'était une fête, une célébration mémoriale et très naturelle, n'est-ce pas, de l'Afrique. Maintenant, ce groupe a continué à prospérer dans tout ça parce que lorsque, par exemple, vous inculquez des valeurs traditionnelles à l'époque qui illustrent des vraies valeurs, n'est-ce pas, des pays comme la Guinée, parce que déjà, le groupe était déjà basé à Conakry ici, c'était baptisé à la Guinée, comme vous pouvez constater. Maintenant, en 1984, quand Lansana Conté est venu au pouvoir après la mort de feu Ahmed Sékou Touré, le groupe a eu des difficultés. Généralement, ceux qui étaient n'étaient plus. Maintenant, les membres qui étaient des fonctionnaires. Maintenant, beaucoup ont perdu le statut. Donc, ça affaiblit un peu jusqu'à présent, ça continue. Mais par la passion, les acteurs, n'est-ce pas, de cette troupe ont continué, n'est-ce pas, à léguer leur savoir, n'est-ce pas, à la nouvelle génération. Cette prospérité continue. Maintenant, en 2024, tout récemment, il y a eu une convention qui a été signée sous l'implication du ministère de la Culture avec une fondation Aïcha, déjà, c'est une manière encore de régénérer, de relancer cette troupe. Redynamiser le secteur culturel dans son ensemble. Donc, à cela, dans l'objectif, n'est-ce pas, de commercialiser en principe les spectacles, parce qu'en ce moment, les spectacles n'étaient pas tout à fait commercialisés. Il a fallu aussi que les produits soient vendus. Maintenant, leur apport culturel, il faut le comprendre que quand on parle des ballets africains, ce sont des ambassadeurs culturels, qu'on puisse le dire, surtout de la Guinée et de l'Afrique. Parce que ce n'est pas seulement la Guinée que les ballets africains, n'est-ce pas, ont essayé de vendre les valeurs culturelles. Maintenant, quand on parle, par exemple, des contes... Ce n'est pas seulement que le public guinéen qui a été émerveillé par leur talent à travers les prestations scéniques. Les prestations scéniques. Oui. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est un groupe naturellement symbolique pour la souveraineté guinéenne. Ce sont les héritages culturels, ça peut léguer à la nouvelle génération. On continue toujours encore à transmettre, n'est-ce pas, leur savoir, parce qu'actuellement, ils sont en train de former les nouvelles générations, des percussionnistes partout, on peut le constater. Il y a beaucoup de centres de formation où... Voilà. Maintenant, quand on parle, par exemple, de cette histoire de percussion, nous avons des groupes aussi qui ont prospéré grâce à leur œuvre léguée, parce que si vous n'avez pas de référence, vous ne pouvez pas encore suivre les pas des anciens. On dit que oui, nous voulons progresser ou bien faire comme les autres, mais ils existaient. Ce sont eux qui ont fait les premiers pas. Ils ont marqué leur temps, ils ont marqué leur histoire. Le fardeau revient à la nouvelle génération. Mais qui ne peut pas quand même
se propulser au devant de la scène sans pour autant aller se ressourcer. Se ressourcer, c'est d'aller effectivement tendre ses nouvelles oreilles aux vieilles bouches qui existent encore et qui demeurent, mais aller également consulter les sources de l'histoire. C'est extrêmement important. Maintenant, la partie la plus marquante là, il modernisait la culture guinéenne. Il n'est pas dit que oui, naturellement, il faut rester à l'ancien, il faut s'adapter à la tendance. De la modernité à la tradition, vous créez une possibilité de fusion pour illustrer nos propres valeurs en termes de contenu, comme les contes, les épopées de Mandingue, plusieurs autres qu'ils faisaient, et c'est ce qui leur a donné une certaine valeur. Donc à la nouvelle génération, de voir, oui, naturellement, on peut s'adapter, mais il faut qu'on se ressource. Et nous devons encore essayer de valoriser notre propre culture, surtout la tradition. C'est ce qui peut nous vendre mieux à l'international. C'est ce qui peut nous vendre mieux à l'international. On ne peut, n'est-ce pas, brandir que ce que les autres ne possèdent pas. Mais on ne peut pas brandir ce qu'ils en possèdent déjà. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes là, vous êtes un homme de culture aussi. Vous avez certainement quelques mots par rapport à cette entrée en matière de l'émission Zénith. Effectivement, je connais très bien les ballets africains. Je suis toujours passionné de culture. Donc, j'ai eu à rencontrer Djimbe Fola, Mamadi Keita, et puis lors d'un festival de culture que j'étais membre de l'organisation au Japon, à Tokyo. Je suis l'un des premiers Guinéens ou Africains même à organiser un événement culturel de grande taille au Japon. Et Mamadi Keita, Djimbe Fola. Il y avait aussi qui avait ses écoles un peu partout en Europe. Il y avait le Waraba qui était invité. Sans oublier Mansa Camion, certainement qui serait en train de regarder cette émission. Des percussionnistes qui étaient là. Bon, on a passé 3 jours, c'était formidable. On a eu des sponsors comme Hermès Japon et beaucoup d'autres maisons qui sont intéressées à l'événement et ça a été formidable. Ça a été formidable. Monsieur Yassani, je sais que vous êtes un promoteur, vous êtes jeune, mais certainement vous vous intéressez également à l'histoire, parce qu'on ne peut pas être passionné de la culture sans pour autant quand même essayer de s'intéresser au passé historique. Absolument. De la dimension culturelle. Absolument, je suis d'accord avec vous. J'ai écouté avec beaucoup de passion ces chroniqueurs qui a présenté ces thèmes avec beaucoup de passion. D'ailleurs, c'est la dénote qui s'est intéressée fondamentalement là-dessus pour découvrir un peu ce que le ballet africain fait, au ballet, enfin, ce qui représente cela en Guinée, ça fait partie quand même de notre identité culturelle au monde. C'est ce que nous pouvons présenter pour nous distinguer d'autres nations en fait. La culture représente beaucoup de choses pour la Guinée et pour les autres nations. Et nous, notre particularité, ça ne peut se matérialiser qu'à travers la culture et tout. Et c'est très bien de s'intéresser à ça pour que la jeune génération puisse déjà découvrir ces hauts faits qu'il a mentionné tout à l'heure, ce qui s'est passé en 2024, 2025 et voir aujourd'hui un réveil culturel avec un ministre aussi qui s'engage à rehausser le niveau culturel de notre pays, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Cela doit être salué et pour que ça puisse continuer, quoi. Pour que ça puisse continuer, la culture, ce n'était pas que pour effectivement distraire ou émerveiller ou en tout cas conserver ce qui nous est authentique, mais c'était aussi un levier de développement à travers, bien sûr, des fonds que la culture générait, notamment à travers l'Orchestre National BBA Jazz. Économiquement, monsieur Kamara Alseni, je sais que vous êtes consultant en économie, c'est pourquoi l'aspect économique, effectivement, l'apport économique de la culture dans notre pays, quand même, on a chacun une certaine information. C'est bien. Moi, d'abord, je me retrouve par l'identité à partir de la culture. Donc, si je vois les hommes de culture, vraiment, c'est une fierté qui dépasse les frontières guinéennes. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez à l'échelle internationale, on vient de parler des ballets africains. J'étais tellement petit, mais la voix résonne un peu partout à travers le monde par leur capacité à donner de la culture guinéenne à une autre dimension que personne ne pouvait imaginer. Chapeau pour les gens de la culture. Vraiment, je suis déjà quelqu'un de la culture. J'aime tellement le regarder à tous les niveaux parce que ça vend l'image du pays. Et ça donne aussi une autre impression au pays. Si je me rappelle par histoire, on me disait même qu'il fut des moments où ces structures, je veux parler de ballets africains et autres consorts, permettaient à la Guinée d'avoir des revenus pour pouvoir payer même comme on appelle le fonctionnaire. Donc ça, c'est une belle histoire. Je suis profondément impliqué là-dedans et vraiment chapeau pour vous. C'est pour vous dire que la culture n'est pas fortuite. Ce n'est pas qu'une dignité humaine qu'on peut représenter. Ce n'est pas qu'une identité,
mais c'est aussi un aspect qui contribue et participe au développement. C'est pourquoi, si vous prenez le projet et le programme Simandou, la culture a bel et bien sa place. Alors, merci d'avoir orienté, en tout cas, le projecteur aujourd'hui sur cette structure. C'est extrêmement important. On le fera à tout moment, puisque là, il est de notre devoir. C'est d'ailleurs le fondement, n'est-ce pas, de cette émission. Alors, pour permettre aux téléspectateurs de s'installer une nouvelle fois et de continuer à déguster effectivement cette émission, nous avons une dose culturelle et musicale avec notre jeune artiste présent, même s'il est fatigué parce qu'on sort du week-end. Ce n'est pas facile. Les artistes le plus souvent sont très conviés et enviés, n'est-ce pas, par le public partout. Et alors, donc, il faut savoir quand même que ils font les 400 coups les week-ends. Oui. Est-ce qu'on peut l'accueillir quand même avec un applaudissement, s'il vous plaît, de part de voilà, ces téléspectateurs. Abdoulaye Diabaté, pour nous proposer quelque chose avant le vif du sujet. Barakela te diela benye Mamadi Doumbouya Kaya baranyumalela la jinanye Alami sara dilima lolo Mwote diela jugudunye Barakela Baranyuma kela te diala benye Mamadi Doumbouya Ke baranyuma lila la jinanye Alami sara dilima lolola Mogote diala juhudunye Adanyale Mansakeni danyale baranyuma kedi Alaka mensebama Fayuke la jinanye Juguya tono sitala o Mamadi Doumbouya Fakoli kumba fakoli daba jamia goli Bidama kuruma la rene fenjugu vaga Doumbouya ebula la Jabate jeli maton la nomelale Mon président, le jeune président Alali sola mansayala Kito diniala Kiso akili nyuma ala yala Ala mimena la ginebolo yala Mogo tedi yala baime Mamadi Doumbouya kini tolo malolula La gine kate mogo nyani fe Ate bara la fe Koni bawalo mena aludino makasi Bara nyuma lekela Doumbouya kedi Anani bara nyuma lela La gine ye Yala Adanyale Doumbouya keni danyale uludi Adanyale Hajamanyula dene Danyale uludi Kojubuya tono sitala o Ah oui, une dédicace spéciale au général président Mamadi Doumbouya. Une fois encore, c'est regardé depuis le palais présidentiel. Merci donc de votre fidélité à cette émission. Et puisque là, vous témoignez votre affection à cette émission, une fois encore, merci. Et c'est une dédicace d'un jeune artiste. Et je dirais, et je précise que d'ailleurs, le titre, cette dédicace est déjà clippé. Vraiment, le clip existe aujourd'hui. Mais vous avez du mal à remettre ce clip de manière officielle au président de la République et à son entourage. Alors, est-ce qu'il y a eu des démarches? Je sais quand même que c'est pour les mêmes raisons que ces artistes-là, parce que s'il n'existait pas les griots, il n'existait pas les artistes dans une société, on se posait la question, comment est-ce qu'elle allait devenir? Et pourquoi? Parce que les premiers à reconnaître les bienfaits sont des artistes. Les premiers à reconnaître les bienfaits des hommes, n'est-ce pas? Des hommes forts sont des griots. C'est eux qui les chantent, c'est eux qui font des louanges pour également les encourager, les galvaniser à continuer davantage à faire du bien et à poser des actes. Et vous êtes en train effectivement, en tout cas, de remonter le taux d'adrénaline de manière positive, n'est-ce pas, au président de la République à continuer à bien faire parce que chacun, n'est-ce pas, s'intéresse à lui. Mais quand vous faites également cette reconnaissance, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous avez besoin de lui rendre effectivement cette chose. Mais où nous en sommes avec les démarches?
Bon, les démarches, ça se passe bien petit à petit. Ouais. Le clip est déjà disponible, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Oui, on est en train de préparer quelque chose pour aller donner jusqu'à... Parce qu'ils ont dit, le clip, ça ne se passe pas d'abord. Il faut que nous allons... On a donné ça à le monsieur Yakumba Sekou. Oui. C'est lui qui doit remettre maintenant... Au ministre de la Culture. Au ministre de la Culture, la présidence. D'accord. Donc, il est en train de faire les démarches. Comme il y a trop des occupations... donc, On sort de la période voilà. Voilà. Donc, on a en parlé déjà. On est en train de préparer ça aussi. Quand même, le clip, c'est disponible. Le clip est bien fait aussi, j'espère bien. Et j'ai donné même ça ici. Ils vont commencer encore à lancer ce clip. D'accord. Oui. Mais on sait quand même qu'aujourd'hui, c'est l'autoproduction. C'est pourquoi je suis en train de mûrir. Qu'est-ce que vraiment Getty Prod va donc nous dire tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, depuis un certain temps, après, comment dirais-je, le 3 avril 84, on a vu quand même qu'il y a eu des producteurs, des privés qui se sont accaparés des productions. Et finalement, ça a disparu, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que le piratage avait commencé vraiment à fatiguer les producteurs, et finalement ils se sont résignés, ils ont évité d'investir sur les albums, donc tout est devenu autoproduction, ce qui aujourd'hui représente un lourd fardeau pour les artistes. Et comment vous avez pu faire pour clipper quand on sait que enregistrer seulement, ça ne serait-ce qu'au studio est un problème, et encore moins faire le clip. Merci pour cette question, j'ai aimé, parce qu'actuellement, ce que vous venez de dire, il n'y a pas de producteur. C'est nous-mêmes, le peu que je gagne dans les concerts derrière les artistes. Je suis musicien. Quand on m'appelle, instrumentiste aussi, on m'appelle dans les concerts, des grandes cérémonies, je joue, j'accompagne les artistes. Le peu que nous on gagne là-bas, c'est ce que je fais, je finance sur mes clips. Parce qu'il n'y a personne. J'ai besoin des bonnes personnes financièrement pour m'aider. Bon, c'est la chapette, c'est la chance. Il y en a qui chantent aujourd'hui, qui composent et qui chantent, mais qui ont du mal quand même à manipuler les instruments de musique. Merci. Donc, c'est pas du tout facile quand même. C'est pas de moi, j'ai besoin de soutien financièrement. Mais comment faire? Il faut que moi-même, je me lève, je fais mes choses petit à petit. Ça va aller un jour quand même, j'espère bien. Bon, c'est comme ça. Je sais qu'il ne sera pas difficile de t'aider déjà parce que... avec le courage. Voilà, vous avez commencé à remplir facile. Déjà, moi, je dis que... D'abord, je remercie le monsieur pour sa prestation. Il a une belle voix. Merci beaucoup. Et je trouve qu'il est sur la bonne démarche. Parce que lorsque, par exemple, vous avez fini de clipper en morceaux, vous remettez à la personne. Voilà, et quand on parle de Yakumba Sekou dans le monde de la musique guinéenne, donc c'est pour dire que c'est des personnes qui sont naturellement des vrais volontaires, qui accompagnent les jeunes comme d'habitude il le fait. Je sais que là où tu veux aller, peut-être que tu auras la chance d'arriver à destination. Parce que tu es en train de suivre la démarche. Tu remets à la personne qui peut jouer l'intermédiaire entre le ministère et toi. Et vous pouvez arriver à et la personne, mais surtout garde la persévérance. Voilà, la personne citée la personne citée sur ce plateau, c'est bel et bien Yakumba Sekou Camara, le patron de la nouvelle génération, et qui d'ailleurs aide beaucoup les artistes. Il nous envoie un message que nous allons donc lire pour tout le public, pour nos téléspectateurs. Salut Ismaël Abdoulaye, c'est un bon artiste d'avenir. Wallahi, il arrive au sommet, il arrivera au sommet, donc il faut l'aider. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour effectivement aider et propulser les jeunes talents, Inch'Allah, si tout va bien. Et c'est ça d'ailleurs notre devoir. Alors, en tout cas, je ne sais pas si nos invités sur ce plateau ont une appréciation par rapport à ce jeune artiste, avant donc de changer de sujet, parce qu'il va donc rester avec nous. On va continuer à animer et émerveiller nos téléspectateurs à travers ses prestations. Monsieur Diallo, Monsieur Yansani, Monsieur Camara, voilà, au-delà de l'analyse. Il a une très belle voix, merci, c'est bien fait. On voit quand même il a beaucoup travaillé les mains, il sait ce qu'il fait. Et ça, c'est une très bonne impression. Merci. Je suis d'avis avec monsieur Camara. Yakumba Sekou. D'accord. Oui, il est Camara. Donc, il ira certainement.
Il ira loin. Ah oui, c'est son projet. Oui, évidemment, à travers ce qu'on a suivi là, il a forcément un bel avenir. Merci. Il allie la guitare à la voix et Merci. ça, on sent qu'il ne force pas. Parce que ce que tu maîtrises, Il y a un accord. tu n'as pas besoin de forcer. Et il a fait une très belle prestation et on a compris un peu le message. Merci. Le message, ça s'entend. C'est pas comme entre griffes, certains artistes qui chantent, qui font assez de bruit. Il n'y a pas de message qui soit véhiculé dedans. Mais lui, on comprend déjà le message qu'il véhicule et puis il maîtrise la C'est guitare. limpide, quoi. C'est à saluer et chapeau pour lui. On espère qu'il va pouvoir arriver au sommet. On l'applaudit. D'accord. Merci, monsieur Yansani. Monsieur Camara, je sais que vous êtes consultant économiste, mais depuis un certain temps, vous partagez le plateau et vous venez donc de confirmer également sur ce plateau que vous êtes dans la culture. Ça, par conséquent, vous avez quand même une certaine appréciation de la sauce culturelle. Moi, en termes de conseil, ce que je veux lui dire, dis-toi que la réussite est possible. Inch'Allah. Et rien ne doit vous décourager. Il ne faut jamais renoncer à votre objectif. Merci. Vous aimez la musique, Merci. foncez. Et la réussite est possible. Inch'Allah. Avec votre énergie. Merci. Super, Kamoué. Merci. Très bien. Alors, installez-vous confortablement puisque là, nous rentrons dans les vifs, bien sûr, de ces deux sujets, économie, culture, puisque là, vous le savez, c'est ça aussi cette émission. C'est un cocktail de sujets et de sujets qu'on en déballe. Si c'est maintenant que vous venez donc de nous prendre en marche, retenez tout simplement que nous sommes là avec les responsables. Je vais parler donc du scénariste, du grand scénariste et le directeur général de Jetty Prod et producteur effectivement du film Koli Teguela. Et donc, on va donc en parler tout à l'heure. Monsieur Diallo, quels sont les objectifs de cette maison de production, les objectifs généraux et spécifiques? Parce que vous êtes venu à un moment où la production, où les maisons de production sont presque quasi inexistantes. Puisque là, je le disais tout à l'heure, à partir de quelques maisons de production qui existaient, qui produisaient donc les artistes musiciens, aujourd'hui, c'est l'autoproduction. Et il a rarement existé vraiment une maison de production, de cinématographique. Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à venir? Je sais que vous êtes un homme de culture, mais connaissant l'ensemble des difficultés, les aléas aujourd'hui rencontrés dans ce domaine-là, comment vous avez pu accepter de vous infiltrer dans ce domaine jusqu'à créer une maison de production cinématographique? En tant que passionné de culture, je ne peux pas baisser les bras. Monsieur vient de le dire. Quand il y a une passion, il faut poursuivre la passion. Alors, j'ai constaté cet état de fait. La culture guinéenne, particulièrement le 7e art, est en train de sombrer. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que nous avons des talents. Nous avons des talents dans ce pays. On vient de citer ici beaucoup de choses qui sont passées. N'oubliez pas Toura Mané, c'est un Guinéen avec le film Bako et beaucoup d'autres. Le film Amok, on produisait bien à un moment donné de l'histoire de notre pays. Donc, il faut poursuivre. Il faut qu'une nouvelle génération prenne le flambeau. On continue parce que on appelle la culture, la production cinématographique, tous ces aspects culturels, c'est ce qu'on appelle en anglais le soft power. Le soft power, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir qui fait en sorte qu'un pays devient attractif. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous parlons des États-Unis, tout le temps, c'est Hollywood, c'est tout ce qu'ils ont produit sur le plan culturel globalement. Donc, et la Guinée aussi, nous devons faire la même chose. Et comme je l'avais dit dès le début, on ne doit pas aller juste faire ce que les autres font. Nous avons une authenticité, nous avons une diversité culturelle très riche dans notre pays. Nous avons des histoires à raconter. Vous venez de parler des griots, le rôle des griots. C'est quelque chose qui existe, ça fait des millénaires. Oui. C'est pas quelque chose qui existe juste il y a quelques années. Donc nous avons des histoires à raconter. Nous avons nos peuples ont vécu, ils ont connu autant que tous les autres peuples depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ils ont une histoire, ils ont des trucs, ils ont créé des empires, ils ont fait des trucs, ils ont des organisations sociopolitiques et culturelles très avancées. Donc nous devons raconter cela. Si nous ne le racontons pas, personne ne va raconter à notre place, ou bien ils vont raconter autre chose sur nous. Donc c'est tout cela qui m'a... C'est à fond propre. Je vous dis à fond propre, ça m'a coûté des centaines de millions pour produire Koli Teguela, mais je me suis dit que il faut le faire. Il faut le faire. Quand les autres vont voir et comprendre que ce que je fais, c'est important,
Bon, ils viendront, on va participer, collaborer pour faire en sorte que le cinéma guinéen revive. C'est la raison. Et si on présentait Getty Prod? Getty Prod vient de commencer, ça fait juste 2 ans. Mais bien avant ça, j'étais scénariste, j'écrivais des scénarios pour des gens qui faisaient des petits trucs ici, par-ci, par-là. Mais je me suis décidé depuis 2-3 ans maintenant d'aller moi-même et faire quelque chose. Et Koli Tengela, comment c'est venu? C'est parce que j'ai voulu commencer par Koli Tengela. Mais nous avons plusieurs séries en ligne, déjà, les scénarios qui sont écrits, finis, à peu près 5. Mais Koli Tengela, c'est quelque chose qui n'était pas seulement... c'est une histoire qui n'est pas vécue seulement en Guinée. C'est une histoire des pays des 3 fleuves, c'est-à-dire le temps des empires, au temps médiéval, au temps des grands empires, l'empire du Mali, du Ghana, du Songhai, même au temps des Maures, après le déclin de leur empire en Andalousie et les percussions vers le sud et la pénétration, le bouleversement religieux et la pénétration, la percée considérable de l'islam dans nos terres. Donc il fallait parler de tout cela pour pouvoir montrer le contexte et faire en sorte que nous comprenions, nous avons une histoire, on n'envie personne, nous avons une histoire qui est là, qui est à raconter. Et nos aïeux, ils étaient en contact avec d'autres peuples. Hein? Donc c'est tout cela qui m'a motivé et aujourd'hui on est sur le bon point. Donc merci d'avoir nous avoir invités pour qu'on puisse parler de ça. Et sous recommandation du ministre de l'Information et de la Communication. Effectivement. Voilà. Monsieur Fanasouma. Oui, c'est ça. Fascinant, une question. Oui, en fait, je voulais juste le demander parce qu'il y a d'autres, pour produire un film, ça peut prendre plus de 6 mois, 1 an, ça dépend. Et pour la production, n'est-ce pas, de Koli Tengela, ça vous a pris combien de temps? C'est la 2e année. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. D'abord, il a fallu une répétition de plus de 3 mois et un casting qui devrait être rigoureux. On allait s'intéresser sur le mode de recrutement des personnages. Donc ça, on a décidé de le faire à Mamou, comme Koli Tengela parlait la langue vernaculaire Pulaar. Donc on a décidé de prendre des gens là-bas qui parlent la langue venus de toutes les communautés. Hein. Donc ça a pris plusieurs mois pour le casting et on a fait des répétitions plusieurs fois. Donc à chaque fois il faut se déplacer, aller et revenir. Maintenant, il fallait reconstruire le village. Ça a pris du temps. Reconstruire le village à l'image du Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas venir tourner ça dans un village d'aujourd'hui, sinon ça sera complètement faux. Tout à fait, donc parce que je précise qu'on n'a pas de cité cinématographique où on peut retrouver les décors à l'image de l'Égypte, par exemple. Il y a une cité cinématographique qui correspond vraiment à chaque époque. D'accord, il fallait s'impliquer. Bon, c'est moi qui ai écrit l'histoire, je connais l'histoire. Donc il fallait s'impliquer physiquement, être là pour faire en sorte que ce qui sera construit vraiment représente ce qui sera tourné. Et c'est ce qu'on a fait, ça nous a pris du temps et des moyens financiers importants. Et finalement, une fois que c'est fait, on a choisi des bons techniciens. Il y a un réalisateur connu de Bobo Eriko qui a participé à la réalisation et Foromo aussi qui était l'ingénieur de son. Donc on est allé, on a fait 21 jours, on n'a pu tourner que 8 épisodes. Bon, pratiquement 9. Mais il y a la continuité, on va continuer parce que l'ensemble des épisodes c'est 50. Wow. Pour le moment, ce qu'on a produit, ça fait la première saison de la série Koli Tengela, c'est ça. Alors, Monsieur Yansané, vous êtes le promoteur effectivement de cette série. Certainement, vous avez les éléments de langage pour pouvoir permettre aux téléspectateurs guinéens et africains qui nous regardent également sur la télévision nationale de la République de Guinée de se préparer à recevoir en tout cas une série hors pair.
Absolument. La particularité de cette série, avec M. Diallo, on le disait quand on préparait un peu cette avant-première, parce que il faut dire qu'on est en perspective de l'avant-première. C'est le lieu de remercier M. le ministre de la Communication, Fana Souma, qui nous a reçus à bras ouverts, qui a tenu d'ailleurs à nous accompagner là-dedans. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui nous accompagnent, mais ceux qui décident de nous accompagner, il faut les citer. Ça, c'est entre parenthèses. Pour revenir à votre question, finalement, avec M. Diallo, on s'est dit, la particularité de cette série, c'est que ça parle d'une période où déjà nous on n'était pas nés. Personne d'entre nous n'était né, quoi. Donc c'est une sorte de jonction entre cette époque et la nouvelle époque. Et nous qui sommes des contemporains, pour faire le lien, quoi, mettre un pont, établir un pont entre nous pour que l'on puisse s'inspirer du passé afin de pouvoir construire un bel avenir, quoi. Et là on s'est dit que c'est trouvé. Malgré les maigres moyens, comme il le disait tout à l'heure, manque de moyens, manque d'accompagnement, il a pu produire cela. Et pour que l'on puisse mettre ça à la disposition du public, parce que c'est fait pour le grand public, on s'est dit alors qu'on va essayer de faire une avant-première. Et c'est cette avant-première que l'on prépare en province. On ira, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, on ira du côté de Mamou, on ira du côté de Dalaba, de Pita, de Labé. Et pour la première étape, on finira par Kindia. Après, il y a d'autres étapes aussi qui vont être préparées en fonction de la disponibilité des moyens qu'on aura. Parce que pour le moment, comme il le disait tout à l'heure, on est sur fonds propres. Et une telle production, une telle méga production, j'allais dire même, on a besoin d'accompagnement. On n'a pu produire que 9 épisodes qui constituent la première saison. Ça veut dire que les autres saisons viendront forcément. Ça va faire plus de 5 ou 6 saisons, quoi. Donc ça va être un truc qui va constituer d'une sorte de saga, quoi. Alors, avant Fasciné, dites-nous comment sont les préparatifs sur le terrain et est-ce que vous avez également mené les démarches envers des firmes, je vais parler des entreprises, pour vraiment, ça ne serait-ce que pour sponsoriser cette étape, si on n'a pas participé à la production, mais au moins la projection ou la diffusion en grand public doit être peut-être une question. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont aussi en vue avec les télévisions nationales, mais également sur le plan public et privé, mais également sur le plan continental. Parce qu'il y a plusieurs chaînes de télé qui existent aujourd'hui et qui, vraiment, se lancent dans la valorisation de la culture authentique africaine. Surtout des contenus de ce genre-là. Forcément, on ne va pas exclure la RTG là-dedans. Mais pour ce qui concerne les perspectives des partenariats, évidemment, on a contacté beaucoup d'autres entités. Il y a notamment le ministère de la Culture qui est sur le point de nous accompagner à travers l'ONASIG. L'ONASIG qui est à pied d'œuvre pour permettre à ce qu'il y ait une sorte de piston avec les partenaires, évidemment. Parmi les partenaires, on ne va pas les citer, mais il y a quand même des pourparlers. Pour l'instant, l'ONASIG est en train de mettre les bouchées doubles pour que l'on puisse réussir à obtenir les sponsors qui vont accompagner, comme vous le disiez tout à l'heure, cette avant-première. Parce que l'avant-première, c'est ce qui va nous encourager à continuer la suite, parce qu'on ne peut pas continuer sous fonds propres. Il faut amortir un peu l'investissement qui est fait. C'est lui qui investit son argent. À un moment donné, il va être fatigué. Il faut assurer la continuité de la production. Évidemment. Qui est différent un peu de l'amortissement. C'est pourquoi cette continuité même de la production, avant l'amortissement même, ne peut se faire qu'avec l'accompagnement des institutions. Évidemment, on est en pourparlers. C'est vrai qu'on a engagé des partenariats. On sait quand même que notre pays, on n'a pas encore cette culture d'accompagner. Le cinéma, vous en parlez tout à l'heure, l'industrie cinématographique de notre pays, quasiment à point mort, quoi. Donc, pour réveiller cela, c'est un travail de longue haleine. Il faut commencer quelque part, même avec toutes les difficultés qui vont avec, parce que pour l'instant, on a 0 francs. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'aura rien. On va garder cet espoir-là, on va garder cette confiance et continuer à travailler et à démarcher auprès de ces partenaires pour que l'on puisse avoir quelque chose dans notre besace et continuer la suite, quoi. Donc pour l'instant, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'instant, on est pour parler avec les partenaires et on prépare aussi l'avant-première qui va avoir lieu en fin de cette semaine. Normalement, c'est le 4. Okay. Le 4 octobre, ça va avoir lieu pour l'avant-première du côté des Mamou, le 4 octobre. Et pour Pita, le 12 octobre. Et pour Dalaba, le 13. Pour la même semaine. 11, et la suite, la semaine qui va suivre le 18 ou le 19, on sera du côté de l'Abbé. Après, on finira le 25 ou le 26 du côté de Kindia. Sans en tout cas dévoiler votre secret, votre stratégie de diffusion, mais pourquoi ce soit géographique? Pourquoi vous avez choisi cette localité? Bon, oui,
D'accord. Allez, monsieur Diallo, allez d'abord, allez-y. Au fait, le film a été tourné à Mamou. Et c'était en langue poulard. Donc il fallait commencer par ce public qui est déjà acquis, ils savent que le film est là, et faire en sorte qu'on traverse les régions les plus importantes de la Moyenne Guinée. Après, on revient en Basse-Côte. Et une fois là, on va essayer de sillonner aussi quelques villes importantes de la Basse-Côte et finir à Conakry. Bon, s'il y a les moyens, comme ils viennent de le dire, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Donc, en fonction des moyens, on a choisi la Moyenne Guinée et plus la Basse-Côte. Alors, avant que cette question ne m'échappe fascinée, vous savez, l'une des problématiques aujourd'hui de la compréhension des films, ce sont les barrières linguistiques. Est-ce que vous avez pensé un peu au sous-titrage ou à l'interprétation? Effectivement, c'est dans le programme. Nous allons essayer de mettre. On a fait en sorte qu'on peut mettre dans toutes les langues. Donc, le doublage, quoi. Donc, nous sommes en train de le faire. On va le faire dans toutes les langues nationales, c'est-à-dire que ce soit toutes les langues, les principales langues nationales. Y compris le français. Y compris le français, on le fera en français, voire même en anglais. Donc, tout est prévu, c'est dans le programme. C'est un vaste programme, comme il vient de le dire. Ça implique des moyens. Oui, ça implique des moyens. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord avec nos propres moyens, voir, et quand l'accompagnement va venir, on pourra faire tout cela. D'accord. Fasciné. Voilà, bon, maintenant là-bas, je vais juste rebondir dessus. Et vous êtes en train, n'est-ce pas, d'entreprendre, n'est-ce pas, une stratégie pour inciter les investisseurs à vous rejoindre déjà dans cette catégorie, mais à certains investisseurs, ils ne viennent pas, par exemple, mettre de l'argent comme ça. Il y a des conventions. Est-ce que vous aurez accepté retour sur l'investissement? Est-ce que vous aurez accepté le coproduction? La coproduction, pour l'instant, pourquoi pas, à l'avenir, puisque là, le produit est là. Tous ceux qui vont venir pour que le produit puisse voir jour, mais nous, on les accueille à bras ouverts, évidemment. Pourquoi pas, même le ministère, si le ministère dit, écoutez, vous parlez du patrimoine national, l'histoire dont vous parlez, là, c'est une histoire de notre pays, donc on s'y invite dedans, mais il n'y a pas de problème, nous, on n'a pas de problème. Il parlait tout à l'heure, c'est vous, M. Camara, qui parliez de barrières linguistiques, et là, M. Diallo a prévu ça, on travaille là-dessus pour qu'il y ait un peu de doublage, on travaille sur ça, pour que ça puisse être consommé. On a d'ailleurs, il a été malin là-dessus, il a décroché carrément l'audio à la vidéo. Donc, de ce fait, quand on essaie de faire le doublage, il ne va pas y avoir de décalage. En ce moment, la production va être de qualité qu'on peut diffuser sur toutes les chaînes possibles. D'accord. Alors, on va donc essayer de regarder la bande-annonce pour, en tout cas, inciter encore nos téléspectateurs à mieux se préparer pour recevoir et accueillir, en tout cas, cette série, Koli Tengela, avant donc de nous définir qu'est-ce que cela veut dire, parce que certainement, ce nom ou ce titre doit être évocateur quelque part. Donc on en aura besoin. Mais on va donc aller avec la réalisation pour la bande-annonce, tout simplement. Nous sommes les premiers à accueillir vraiment cette bande-annonce. Koli Tengela, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, chers publics guinéens, préparez-vous à recevoir effectivement cette série produite par, en tout cas, les Guinéens et qui doit être consommée tout d'abord par les Guinéens avant d'être diffusée sur le continent. Et j'espère qu'on en aura la force, n'est-ce pas, et les moyens de diffuser ça un peu partout. Certainement. Ce titre évoque quoi? Qu'est-ce que ça explique? Et quel est le fondement de l'histoire, avant donc de nous intéresser à l'économie? Ok. Koli Tengela, c'est une histoire d'un peuple, l'un des premiers peuples, Pouli, qu'on appelle Pouli. C'est les peuples païens qui ont habité dans le Fouta Djallon. Pratiquement pas seulement le Fouta Djallon, mais partout en Afrique de l'Ouest. Mais c'est de raconter l'histoire de ce peuple qui était païen. Il faut le reconnaître, ils n'étaient pas musulmans. Et ça, c'est... ils habitaient d'abord vers le Kingi. On vient de voir ici Kingi. Kingi, c'est entre le Fouladou d'aujourd'hui et le Nyoro. C'est une petite partie qui faisait frontière avec Kédougou, c'est-à-dire dans le Mali Mbéré. Donc, c'est cette histoire de ce peuple qui a immigré vers le Fouta en passant par le Wassolon. Du Wassolon, ils sont venus au Fouta en passant par Farana, et dans le Timbo, dans le Bouria, et finalement dans le Timbi, et finir par Gemesanga à Télémilé. Donc, Koli Tengela, c'est l'un de ces
chefs les plus éminents, quoi, le plus connu, celui qui a fait des choses. Et il était venu ici stratégiquement dans le but de repartir au nord, reconquérir Kingi qui avait été saccagé par des groupes vandales. Parce qu'à un moment donné, il y avait des révoltes partout. Il y avait la percée des Songhai, il y avait des révoltes des Moussi contre l'Empire Manding, quoi. Donc la percée des Songhai, donc Koli Tengela, son père Koli Tengela, c'était un général, parce que Kingi était une vassalité, quoi, au compte de l'Empire de Manding de l'Ouest. Donc Koli Tengela, son père, était un général au compte des Manding. Donc il aidait à repousser les rébellions comme les rébellions Touareg aussi qui s'infiltraient. Parce que n'oubliez pas que les Maures avaient perdu l'Andalousie. C'est quand ils ont perdu l'Andalousie, c'est-à-dire la péninsule ibérienne, ils se sont propagés vers le sud et ils ont voulu maintenant venir amener le djihad dans le sud et faire entrer l'islam. Donc il s'est opposé farouchement à cela et aussi à beaucoup d'autres choses qui se passaient. Et finalement, compte tenu de leur capacité de résister, ils n'ont pas pu et puis ils ont décidé de fuir, venir vers le Fouta Djallon, s'installer stratégiquement et repartir. Donc ça parle de cette histoire et tout ce contexte qui était historique, vraiment marquant, qui ont fait ressortir les batailles épiques, les bouleversements religieux, les organisations sociopolitiques de l'époque, les alliances fragiles et tout. C'est toutes ces choses que nous voulons ressortir dans ce film pour parler pratiquement de nos peuples, comment ils vivaient d'antan. C'est pas aujourd'hui qu'on commence à vivre dans des diversités. Ça a toujours existé. Donc c'est de mettre en lumière de cela et en même temps aussi mettre en lumière nos talents locaux, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, pour qu'on puisse prendre ça en compte. D'accord, nous profitons souhaiter joyeux anniversaire à monsieur Bala Moussa Keita, ingénieur des ponts et chaussées, fidèle téléspectateur de la télévision nationale, mais également un grand invité de cette émission et qui vous apprécie d'ailleurs et qui apprécie beaucoup l'initiative, qui souhaite vraiment que les entreprises puissent vous accompagner, que les structures, à travers notamment l'État, puissent vous accompagner, parce que là, quand on sait d'où nous venons, et là où nous sommes, on saura là où on va. Alors, comme le disait quelqu'un, il faut d'abord connaître son histoire. C'est extrêmement important. Alors, je rappelle que vous êtes M. Diallo Alpha Boubacar, directeur général de Getty Prod, scénariste et producteur. Vous êtes également accompagné par le promoteur Daouda Yansane de cette série Koli Tengela, une histoire épique, mesdames et messieurs, en tout cas, qui nous donne beaucoup, qui promet beaucoup d'enseignements et qui nous permettra de mieux connaître le passé de certains de nos ancêtres, une fois encore, ce qui nous permettra de mieux se recadrer également dans notre sphère sociale. Alors, nous allons essayer de changer un tout petit peu de sujet, mais là, cette fois-ci, bien avant, on va écouter notre jeune Diabaté qui va donc nous proposer quelque chose. Et comme vous le savez, la Guinée a donc été notée positivement par une agence internationale américaine, comme vous le savez, Standard & Poor's. Et c'est une agence qui est spécialisée dans la notation des performances économiques et financières et qui vient donc de noter la Guinée. Alors la question, qu'est-ce que cette notation, en tout cas, est-ce que cette notation est une première pour la Guinée? C'est la première question qu'on va vous poser, monsieur Camara. Mais d'ici là, après, elle va donc nous proposer quelque chose. Dienamo ikanana maloya, chulukenyo ikanana maloya. Nitila malouve, mon amour, ikanana malou. Sese mirafangima, mon bébé iurukinara. Inatondiri irafe, mon ebiri masuki. Iri bombo, tamira buluma. Irankumbi, mon bébé nafere monoma. Ibarawe bemma fera.
inaribari wakili mafira imuna buluma imuna wama ibalangunyi Ramito munyina ngonoma Ramito ambonyena ngonoma netila malula ikanana malo momo mege mbosi kama kuma nibeke ufe kono meina malo yala nitike ufe surtout jamaro horo la fe malo yale di mama mon bébé netila malula diana mo ikanana maloya diana mo ikanana maloya tono kenyo netila malula ikanana malo Ikanana maloya en tout cas dans la réciproquement on ne doit pas se faire honnir, on doit tenir souvent à ses engagements, même si le plus souvent les engagements ne sont pas écrits. Ce sont des promesses verbales qui sont c'est fréquent, c'est trop fréquent. Alors, on va donc aller avec M. Camara une nouvelle fois. On vous réveille avec cette question. Et comme vous le savez, cette structure vient donc, cette agence internationale vient de noter la Guinée de manière positive. Et comme vous le savez, à travers une performance financière et économique. Alors, est-ce que c'est une première fois pour la Guinée? Et dites-nous quels sont les critères sur lesquels, de manière explicite, cette agence s'est basée pour pouvoir effectivement noter la Guinée positivement dans un contexte économique mondial bouleversé. Une fois encore, merci. Et merci à tout le monde. Merci aux hommes de la culture. J'ai beaucoup aimé. Merci. Donc, de pair, la culture va avec l'économie. Donc, nous sommes présents aussi. Et sur ce plateau, c'est une bonne opportunité de faire comprendre aux Guinéens comment ces notations-là sont effectuées à l'échelle internationale. D'abord, l'économie n'est pas du tout difficile. C'est l'explication qui fait défaut. Dans le monde, il y a 3 grandes institutions internationales ici, qu'on appelle ici les agences de notation, qui notent les pays et les multinationales ou les entreprises à l'échelle internationale. Ils les notent par rapport à leur performance économique, à leur solidité financière, pour permettre aux investisseurs, pour permettre à d'autres bailleurs de s'intéresser ou de ne pas s'intéresser. Quand vous prenez, on les qualifie, on les nomme souvent les Big Three. Il y a ce qu'on appelle Fitch Rating, ça c'est le premier élément. Il y a Moody, ça c'est le deuxième élément. Il y a Standard Poor's. Quand vous prenez le cas spécifique de la Guinée a été notée par Standard Poor's qui est basé à New York, aux États-Unis d'Amérique, qui est internationalement reconnu. Et on ne le fait pas parce qu'on veut le faire, on le fait avec des critères solides. Oui. Et quand vous regardez le cas de Standard Poor's aujourd'hui qui note la Guinée avec B+, parce qu'il faut le faire savoir, et la notation commence de A jusqu'à D. Mais tous ceux qui sont de la catégorie, c'est-à-dire je donne l'essence d'abord à tous les spectateurs de comprendre, de A à B, ce sont des gens qui ont une perspective économique très bonne. A, préférable, avec des critères de confiance hautement qualifiés, quelle que soit la nature, même si vous mettez l'argent dans ces pays-là, on dit que non, le risque pour le recouvrir est à 100%. Donc il n'y a pas de risque par rapport, comme on appelle, au non-remboursement. Tous ceux qui sont au niveau de B, c'est-à-dire le risque n'est pas là, mais vraiment ils sont stables économiquement. C'est le cas de la Guinée. Parce que quand une situation économique se passe, il ne faut pas se laisser, comme on appelle, dire seulement les chiffres à la télé ou bien donner de la joie, mais expliquer aux gens. Donc quand vous regardez aujourd'hui, les critères qui ont permis à la Guinée d'avoir ces notes sont de 2 facteurs que d'autres n'ont pas expliqués. Le premier facteur passe ici par la solide position de la Guinée par rapport à la production de bauxite, qui est la première entité internationale qui a plus de réserves, mais encore, je le dis avec insistance, la position dominante du projet Simandou. Ça, c'est le facteur clé qui donne cette note à la Guinée. Et le deuxième facteur qui a permis que la Guinée soit dans B, c'est la stabilité macroéconomique. Quand vous parlez de la stabilité macroéconomique, on a utilisé les indicateurs macroéconomiques pour donner l'appréciation à la Guinée. Ces indicateurs-là passent par quoi? On le veuille ou pas, la stabilité
monétaire est là, l'inflation est maîtrisée, ça c'est un facteur important, que tout le monde soit informé de cela. Au-delà de ça, quand vous regardez le déficit budgétaire, aujourd'hui est sous la barre de 3%, qui est un facteur important. Donc voilà les facteurs qui concourent à donner cette note à la Guinée. Chapeau pour l'économie guinéenne, chapeau pour tous les Guinéens qui œuvrent, pour tous les acteurs qui animent la vie économique guinéenne. Chapeau à tout le monde, parce que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail commun que tous les Guinéens se font à longueur de journée. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. En revenant maintenant à votre question pour dire que est-ce que c'est une première? Oui. Quand vous prenez 65 ans d'indépendance depuis que la Guinée, que j'ai connu la Guinée n'a jamais été notée par une agence internationale de notation de la sorte.